Bonjour et bienvenue sur cette formation dédiée au langage R. Si vous travaillez avec des données, que ce soit pour vos études, vos projets personnels ou dans le cadre professionnel, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment manipuler, analyser et visualiser vos données avec R, un langage gratuit, open source et utilisé par des milliers de chercheurs, analystes et data scientists dans le monde. Pas besoin d'être un expert en programmation, je vais vous accompagner pas à pas, avec des exemples concrets et faciles à suivre. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et commençons ensemble ce voyage dans l'univers de R pour transformer vos données en véritables informations utiles. Ceci est un classement issu d'une enquête auprès d'experts en data mining sur les logiciels qu'ils utilisent le plus souvent dans leur travail. Et regardez ici en haut, R est premier. En fait, selon cette enquête, il est 15% plus utilisé que Python, qui est un autre outil majeur en sciences des données. Les deux sont importants. Mais vous comprenez pourquoi je suis personnellement partisan de R. Et c'est pourquoi c'est celui par lequel je veux commencer pour vous initier à la science des données. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles R est particulièrement important. Numéro 1, il est gratuit. Et il est open source, contrairement à d'autres logiciels qui peuvent coûter des milliers de dollars par an. De plus, R est optimisé pour les opérations vectorielles, ce qui signifie que vous pouvez parcourir une ligne entière, ou un tableau entier de données sans avoir à écrire explicitement des boucles for. Si vous avez déjà dû le faire, vous savez que c'est pénible. C'est donc un vrai plus. De plus, R a une communauté incroyable derrière lui où vous pouvez trouver des personnes solidaires. Et vous pouvez obtenir des exemples de tout ce que vous devez faire. Et vous pouvez obtenir de nouvelles évolutions tout le temps. De plus, R compte plus de 9000 packages contribués ou tiers disponibles, permettant de faire à peu près n'importe quoi. Ou si vous voulez le dire comme Yoda, vous pouvez dire ceci. Ceci est R. Il n'y a pas de si, seulement un comment. Donc très brièvement, voici pourquoi je veux vous présenter R. Numéro 1, parce que R est le langage de la science des données, parce qu'il est gratuit et open source. Et à cause des packages gratuits que vous pouvez télécharger, installer R rend possible de faire presque tout quand vous travaillez avec des données. Je suis vraiment content que vous soyez ici. Et j'aurai ainsi la chance de vous montrer comment vous pouvez utiliser R pour faire votre propre travail avec les données de manière plus productive, plus intéressante et plus efficace. Merci de vous être joint à moi. La première chose que nous devons faire pour notre introduction à R est de le configurer. Plus précisément, nous devons parler de l'installation de R. La façon de faire est de le télécharger, il vous suffit d'aller sur la page d'accueil du projet R pour le calcul statistique. Et c'est à r-project.org. Quand vous y serez, vous pouvez cliquer sur ce lien dans le premier paragraphe qui dit télécharger R, cela vous amènera à cette page qui liste tous les endroits où vous pouvez le télécharger. Je trouve que le plus simple est d'aller directement au premier cran, car cela vous redirigera automatiquement vers le miroir le plus proche de votre localisation. Quand vous cliquez dessus, vous arriverez sur cette page, le Comprehensive R Archive Network, ou CRAN, que nous reverrons dans ce cours. Vous devez venir ici et cliquer sur votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Mac, cela vous amènera à cette page. Et la version sur laquelle vous voudrez cliquer est juste ici, c'est un fichier package, un fichier d'installation d'applications IP, cliquez dessus, téléchargez-le et suivez les instructions d'installation standard. Si vous êtes sur un PC Windows, alors vous voudrez probablement celui-ci, base. De nouveau, cliquez dessus, téléchargez-le et passez par la procédure d'installation standard. Et si vous êtes sur un ordinateur Linux, vous savez probablement déjà ce que vous devez faire. Je ne vais donc pas détailler cela. Avant de regarder à quoi cela ressemble quand vous l'ouvrez, il y a une autre chose à faire. C'est de récupérer les fichiers que nous allons utiliser dans ce cours. Sur la partie commentaires, il y a un lien pour télécharger les fichiers. Si vous cliquez dessus, vous téléchargerez un dossier zip appelé R01 Tropfile, téléchargez-le, dézippez-le. Et si vous voulez, mettez-le sur votre bureau. Quand vous l'ouvrirez, vous verrez quelque chose comme ça, un seul dossier sur votre bureau. Et si vous cliquez dessus, cela ouvre une collection de scripts. L'extension .r est pour un fichier source R ou un script. J'ai aussi un dossier avec quelques fichiers de données que nous utiliserons dans une de ces vidéos.
si vous double-cliquez simplement sur ce premier fichier, dont le nom complet est celui-ci, cela s'ouvrira dans R et laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Quand vous ouvrez l'application R, vous obtiendrez probablement une configuration de fenêtre qui ressemble à ceci. À gauche se trouve la fenêtre source ou script où vous faites votre programmation. À droite se trouve la fenêtre console qui vous montre la sortie et pour l'instant, elle a un tas de texte standard. Maintenant, en revenant ici à gauche, toute ligne qui commence par un signe dièse ou hashtag est une ligne de commentaire. Ce n'est pas du code R. Ces autres lignes sont du code qui peut être exécuté. Au fait, vous remarquerez peut-être qu'un avertissement rouge vient d'apparaître à droite, il nous parle juste de quelque chose qui a à voir avec des changements dans R et cela ne nous affecte pas. Ce que je vais faire ici, c'est mettre le curseur sur cette ligne, et puis je vais appuyer sur commande ou contrôle puis entrée, ce qui exécutera cette ligne. Et vous pouvez voir maintenant que cela s'est ouvert ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu disponible au programme une collection de jeux de données. Maintenant, je vais en choisir un, le jeu de données iris, très connu, ce sont des mesures de 3 espèces de fleurs d'iris. Et nous allons faire aide pour voir les 6 premières lignes. Et là, nous avons la longueur du sépale, la largeur du sépale, la longueur du pétale et la largeur du pétale pour, dans ce cas, setosa. Mais si vous voulez voir un résumé des variables, obtenir quelques statistiques descriptives rapides, nous pouvons exécuter cette ligne suivante ici. Et maintenant j'obtiens les quartiles, la moyenne, ainsi que la fréquence des 3 différentes espèces d'iris. D'un autre côté, c'est vraiment bien d'avoir des choses visuellement. Donc je vais exécuter cette commande plo basique pour l'ensemble du jeu de données. Et cela ouvre une petite fenêtre, je vais l'agrandir. Et c'est un nuage de points des mesures pour les 3 types d'iris, ainsi qu'un drôle où il inclut les 3 différentes catégories. Je vais fermer cette fenêtre. Et donc c'est essentiellement à quoi ressemble R et comment fonctionne R dans sa version la plus simple possible. Maintenant, avant de partir, je vais prendre un moment pour nettoyer l'application et la mémoire, je vais détacher ou supprimer le package DataZ que j'ai ajouté. J'ai déjà fermé le graphique. Donc je n'ai pas besoin de faire celui-ci séparément. Mais ce que je peux faire, c'est venir ici pour effacer la console, je vais en fait aller dans Édition et descendre pour effacer la console. Et cela nettoie. Et ceci est un très rapide aperçu de ce à quoi ressemble R dans son environnement natif. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une autre application que nous pouvons installer appelée RStudio qui se superpose à cela et rend l'interaction avec R beaucoup plus facile et beaucoup plus organisée et vraiment beaucoup plus amusante. La prochaine étape dans notre introduction à R et la configuration concerne quelque chose appelé RStudio. Voici RStudio. Et ce que c'est un logiciel que vous pouvez télécharger, en plus de R que vous avez déjà installé, et son but est vraiment simple. Il facilite le travail avec R. Il le fait de plusieurs manières. Numéro 1, il a des commandes cohérentes. Ce qui est drôle, c'est que les différents systèmes d'exploitation ont des commandes clavier légèrement différentes pour les mêmes opérations. Étage RStudio corrige cela. Et cela rend la même chose que vous soyez sur Mac, Windows ou Linux. Aussi, il y a une interface unifiée au lieu d'avoir 2, 3 ou 17 fenêtres ouvertes, vous avez une fenêtre avec l'information organisée, et cela rend aussi très facile la navigation au clavier et la gestion de l'information que vous avez dans R. Laissez-moi vous montrer comment faire cela. Mais d'abord, nous devons l'installer. Ce que vous allez devoir faire, c'est aller sur le site web de RStudio, qui est rstudio.com. De là, cliquez sur Télécharger RStudio. Cela vous amènera à cette page ou quelque chose de similaire. Et vous allez vouloir choisir la version de bureau. Maintenant, quand vous arrivez là, vous allez vouloir télécharger la version communautaire gratuite par opposition à la version à $1000 par an. Et donc cliquez ici sur la gauche. Et puis vous arriverez à la liste des installateurs pour les plateformes supportées, c'est en bas à gauche, c'est là que vous choisissez votre système d'exploitation. Cliquez sur le premier si vous avez Windows. Le suivant si vous avez un Mac et puis nous avons plein de versions différentes de Linux, quelle que soit celle que vous obtenez, cliquez dessus, téléchargez-la et passez par le processus d'installation standard, puis ouvrez-la. Et puis laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le travail dans RStudio. Pour faire cela, ouvrez ce fichier et nous verrons à quoi cela ressemble dans RStudio. Quand vous ouvrez RStudio, vous obtenez cette fenêtre unique qui a plusieurs panneaux différents.
En haut, nous avons le script ou la fenêtre source. Et c'est là que vous faites votre programmation actuelle. Et vous verrez que cela ressemble vraiment à ce que nous avons fait quand j'ai ouvert l'application R. La couleur est un peu différente. Mais c'est quelque chose que vous pouvez changer dans les préférences ou options. La console est en bas ici. Et c'est là que vous obtenez la sortie texte. Ici, c'est l'environnement qui sauvegarde les variables si vous en utilisez et puis les graphiques et autres informations apparaissent ici en bas à droite. Maintenant, vous avez la possibilité de réarranger les choses et de changer ce qui est là autant que vous le voulez. RStudio est un environnement flexible. Et vous pouvez redimensionner les choses en faisant simplement glisser le séparateur entre les zones. Alors laissez-moi vous montrer un exemple rapide, en utilisant exactement le même code que j'ai fait dans mon exemple précédent. Ainsi vous pouvez voir comment cela fonctionne dans RStudio par opposition à la paire régulière que nous avons utilisée la première fois. D'abord, je vais charger des données, c'est en utilisant le package dataset, je vais faire commande ou CTRL plus entrée pour charger celui-là. Et vous pouvez voir juste ici, cela a exécuté la commande. Et puis je veux faire le résumé rapide des données, je vais faire add iris, qui montre les 6 premières lignes. Et puis les voici en bas, je peux agrandir un peu si je veux. Ensuite, je peux faire un summary en revenant ici et en cliquant sur commande ou CTRL plus entrée. Et en fait, je vais faire une commande clavier pour agrandir la console maintenant. Et puis nous pouvons voir tout cela, j'ai les mêmes statistiques descriptives de base et les mêmes fréquences là. Et je reviens à comment c'était avant. Et je réduis un peu celui-ci. Et maintenant nous pouvons faire le graphique. Cette fois, vous voyez qu'il apparaît dans cette fenêtre ici sur le côté, ce qui est sympa. Ce n'est pas une fenêtre autonome. Laissez-moi agrandir celle-ci, cela prend un moment pour s'ajuster. Et là, nous avons la même information que nous avions dans la paire. Ici, c'est plus organisé dans un environnement cohérent. Et vous voyez que j'utilise des raccourcis clavier pour me déplacer. Et cela rend la vie vraiment facile pour traiter l'information que j'ai dans R. Je vais faire le même nettoyage, je vais détacher le package que j'avais, c'est en fait une petite commande pour effacer les graphiques. Et puis ici dans RStudio, je peux exécuter une petite commande amusante qui fera la même chose que faire CTRL plus L pour effacer la console pour moi. Et ceci est un rapide aperçu de comment vous pouvez faire du codage très basique dans RStudio, qui, encore une fois, rend le travail avec R plus organisé, plus efficace et plus facile à faire globalement. Dans notre introduction très basique à R et la configuration, il y a une autre chose que je veux mentionner qui rend le travail avec R vraiment incroyable. Et ce sont les packages que vous pouvez télécharger et installer. Fondamentalement, vous pouvez les considérer comme vous donnant des super pouvoirs quand vous faites votre analyse, parce que vous pouvez faire à peu près n'importe quoi avec les packages disponibles. Spécifiquement, les packages sont des bundles de code. Donc c'est plus de logiciels qui ajoutent de nouvelles fonctions à R, nous permettant de faire de nouvelles choses. Maintenant, il y a 2 types de packages, 2 catégories générales. Il y a les packages de base, ce sont les packages qui sont installés avec R, donc ils sont déjà là. Mais ils ne sont pas chargés par défaut. De cette façon, R n'utilise peut-être pas autant de mémoire qu'il le pourrait autrement. Mais plus significatif que cela sont les packages contribués ou tiers. Ce sont des packages qui doivent être téléchargés, installés, et puis chargés séparément. Et quand vous les obtenez, cela rend les choses extraordinaires. Et donc vous pouvez vous demander, où obtenir ces merveilleux packages qui rendent les choses si super? Eh bien, vous avez quelques choix. Numéro 1, vous pouvez aller sur CRAN. C'est le Comprehensive R Archive Network, c'est un site officiel R qui liste les choses avec la documentation officielle. 2, vous pouvez aller sur un site appelé CRANtastic, qui est vraiment juste une façon de lister ces choses. Et quand vous cliquez sur les liens, cela vous redirige vers CRAN. Et puis troisièmement, vous pouvez aussi obtenir des packages R depuis JHub, ce qui est un processus entièrement différent. Si vous connaissez JHub, ce n'est pas un gros problème. Sinon, vous n'avez généralement pas besoin de vous en occuper. Mais commençons par le premier, le Comprehensive R Archive Network, ou CRAN. Nous l'avons vu précédemment quand nous téléchargions R. Cette fois, nous allons sur cran.r-project.org. Et nous cherchons spécifiquement celui-ci, les packages CRAN, ça va être juste ici sur la gauche, cliquez sur Package. Et quand vous ouvrez cela, vous aurez une option intéressante. Et c'est d'aller dans TaskView. Et cela les décompose par sujet. Donc nous avons ici des packages qui traitent de l'inférence bayésienne, des packages qui traitent de la chimiométrie,
et de la physique computationnelle, etc. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, cela vous donnera une courte description des packages disponibles et ce pourquoi ils sont conçus. Maintenant, un autre endroit pour obtenir des packages, j'ai dit, est Crantastic, à crantastic.org. Et celui-ci liste les packages les plus récemment mis à jour, les plus populaires. Et c'est une belle façon d'obtenir une sorte d'information sur ce que les gens utilisent le plus fréquemment, bien que cela vous redirige vers Cran pour le téléchargement actuel. Et puis enfin, sur github.com, si vous allez à TrendingR, vous verrez les packages R les plus courants ou les plus fréquemment téléchargés sur GitHub pour une utilisation avec R. Maintenant, peu importe comment vous l'obtenez, laissez-moi vous montrer ce que j'utilise le plus souvent et que je trouve rendre le travail avec R vraiment beaucoup plus efficace et plus facile. Ils ont des noms un peu cryptiques. Le premier est Deplir, qui est pour manipuler les data frames. Ensuite il y a Tidyr pour nettoyer l'information, Stringer pour travailler avec les chaînes de caractères ou l'information texte. Lubridate pour manipuler l'information de date. HTTR pour travailler avec les données de site web. GGVIS, où le GG signifie Grammar of Graphics. C'est pour les visualisations interactives. GGPLOT2 est probablement le package le plus commun pour créer des graphiques ou des visualisations de données dans R. Shiny est un autre qui vous permet de créer des applications interactives que vous pouvez installer sur des sites web. Rio est pour l'entrée et sortie de R, pour importer et exporter des données. Et puis Markdown vous permet de créer ce qu'on appelle des notebooks interactifs ou des documents riches pour partager votre information. Maintenant, il y en a d'autres, mais il y en a un en particulier qui est très utile. Je l'appelle le package unique pour tous les chargés. Et c'est Pacman, qui, sans surprise, signifie Package Manager. Et je vais démontrer tout ceci dans un autre cours que nous avons ici. Mais laissez-moi vous montrer très rapidement comment les faire fonctionner. Essayez dans R. Si vous ouvrez ce fichier depuis les fichiers du cours, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Ce que nous avons ici dans RStudio est le fichier pour cette vidéo particulière. Et je dis que j'utilise Pacman. Si vous ne l'avez pas déjà installé, alors exécutez cette ligne d'installation. C'est la commande d'installation standard dans R. Maintenant ajoutez Pacman, et puis il apparaîtra ici dans les packages. Maintenant, je l'ai déjà installé. Donc vous pouvez le voir juste là. Mais il n'est pas actuellement chargé. Voyez, parce qu'installer signifie le rendre disponible sur votre disque dur. Mais charger signifie réellement le rendre accessible à vos routines actuelles. Donc ensuite j'ai besoin de le charger ou de l'importer. Et je peux le faire de deux façons. Je peux utiliser Require, qui donne un message de confirmation, je peux le faire comme ceci. Et vous voyez, il a cette petite phrase-là. Ou je peux faire librairie qui le charge simplement sans rien dire. Vous pouvez voir maintenant, au fait, qu'il est coché, donc nous savons qu'il est là. Maintenant, si vous avez Pacman installé, même s'il n'est pas chargé, alors vous pouvez en fait utiliser Pacman pour installer d'autres packages. Donc ce que je fais en fait, c'est que parce que j'ai Pacman installé, je vais directement à celui-ci, vous faites Pacman puis les deux points. Cela dit, utilisez cette commande, même si ce package n'est pas chargé. Et puis je charge une collection entière, toutes les choses que je vous ai montrées en commençant par Pacman lui-même. Donc maintenant je vais exécuter cette commande. Et ce qui est bien avec Pacman, c'est que si vous n'avez pas le package, il l'installera, le rendra disponible et le chargera. Et je dois vous dire, c'est une façon beaucoup plus facile de le faire que la routine R standard. Et puis, pour les packages de base, c'est-à-dire ceux qui viennent nativement avec R comme le package Dataset, vous voulez toujours le faire de cette façon, vous les chargez et les déchargez séparément. Donc maintenant j'ai celui-là disponible. Et puis je peux faire le travail que je veux faire. Maintenant, je ne vais pas le faire tout de suite, parce que je vais vous le montrer dans de futures vidéos. Mais maintenant j'ai toute une collection de packages disponibles, ils vont me donner beaucoup plus de fonctionnalités et rendre mon travail plus efficace. Je vais terminer en déchargeant simplement ce que j'ai ici. Maintenant, si vous voulez, avec Pacman, vous pouvez décharger des packages spécifiques, ou la façon la plus facile est de faire p-download all. Et ce que cela fait, c'est que cela décharge tous les packages add-ons ou tiers contribués. Et vous pouvez voir que j'ai la liste complète ici de ce qui est déchargé. Cependant, pour les packages de base comme Dataset, vous devez utiliser la commande R standard de tâche, que j'utiliserai juste ici. Et puis je vais effacer ma console.
Et ceci est un très rapide aperçu de comment les packages peuvent être trouvés en ligne, installés dans R et chargés pour rendre votre code plus disponible. Et je démontrerai comment ceci fonctionne dans pratiquement chaque vidéo à partir de maintenant. Ainsi vous pourrez voir comment exploiter leurs fonctionnalités pour rendre votre travail beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Probablement le meilleur endroit pour commencer quand vous travaillez avec n'importe quel programme de statistiques et les graphiques de base pour avoir une impression visuelle rapide de ce avec quoi vous travaillez. Et la commande dans R la plus simple de toutes est la commande plow par défaut, aussi connue comme le tracé de base X, Y pour les axes X et Y sur un graphique. Et ce qui est bien avec la commande plow de R, c'est qu'elle s'adapte au type de données et au nombre de variables que vous traitez. Il va être beaucoup plus facile pour moi de simplement vous montrer comment cela fonctionne. Alors essayons dans R, ouvrez simplement le fichier de script et nous verrons comment nous pouvons faire des visualisations de base dans R. La première chose que nous allons faire est de charger des données dataset depuis le package dataset qui vient avec R, nous faisons simplement librairie, dataset. Et cela le charge, nous allons utiliser le jeu de données Iris, que je vous ai déjà montré. Et vous le verrez many more times. Regardons les premières lignes. Je vais zoomer sur cela. Et ce que c'est la mesure de la longueur et largeur du sépale et du pétale pour 3 espèces d'iris. C'est un jeu de données très célèbre, vieux d'environ 100 ans. Et c'est une excellente façon d'avoir une idée rapide de ce que nous sommes capables de faire avec R. Je reviens à la fenêtre complète ici. Et ce que nous allons faire, c'est d'abord obtenir un peu d'aide sur la commande plow. Pour obtenir de l'aide sur quelque chose dans R, faites simplement le point d'interrogation, et la chose pour laquelle vous voulez de l'aide. Maintenant nous sommes dans RStudio. Donc cela s'ouvre juste ici dans la fenêtre d'aide. Et vous voyez, nous avons tout l'ensemble d'informations ici, tous les paramètres et liens supplémentaires, vous pouvez cliquer dessus et puis des exemples en bas. Je vais venir ici et je vais utiliser la commande pour une variable catégorique d'abord. Et c'est le genre de données le plus basique que nous ayons. Et donc species, qui est 3 espèces différentes, est ce que je veux utiliser ici. Donc je vais faire plow, et puis entre parenthèses, vous mettez ce que vous voulez tracer. Et ce que je fais ici, c'est que je dis que c'est dans le jeu de données Iris, c'est notre data frame, en fait. Et puis le signe $d utilise cette variable qui est dans ces données. C'est ainsi que vous spécifiez le tout. Et puis nous obtenons un diagramme à barre extrêmement simple, je vais zoomer dessus. Et ce qu'il vous dit, c'est que nous avons 3 espèces d'iris, Setosa, Versicolor et Virginica, et puis nous en avons 50 de chaque. Et c'est bien maintenant que nous ayons des groupes équilibrés, que nous ayons 3 groupes parce que cela pourrait affecter certaines des analyses que vous faites. Et c'est une façon extrêmement rapide et facile de commencer à regarder les données. Je dézoome. Maintenant, regardons une variable quantitative, donc une qui est sur un niveau de mesure intervalle ou nominal. Pour celle-ci, je vais faire pétale lente. Et vous voyez, je fais la même chose plow et puis iris et puis pétale point lente. Veuillez noter que je ne dis pas à R que c'est maintenant une variable quantitative. D'un autre côté, il est capable de le comprendre par lui-même. Maintenant, celle-ci est un peu drôle, parce que c'est un nuage de points, je vais zoomer dessus. Mais l'axe des X est le numéro d'index ou le numéro de ligne dans le jeu de données. Donc ce n'est vraiment pas utile. C'est la variable qui va sur l'Y, c'est la longueur du pétale que vous voyez la distribution. D'un autre côté, vous savez que nous avons 50 de chaque espèce. Et nous avons les Setosa. Et puis nous avons les Versicolor. Et puis nous avons les Virginica. Et donc vous pouvez voir qu'il y a des différences de groupe sur ces 3 choses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est demander un type de graphique spécifique pour le décomposer plus explicitement entre les 2 catégories. C'est-à-dire, je vais mettre 2 variables maintenant, où j'ai mon espèce catégorique, et puis une virgule, et puis la longueur du pétale, qui est ma mesure quantitative. Je vais exécuter cela à nouveau, vous venez de appuyer sur CTRL ou commande plus entrée. Et c'est celui que je cherche ici. Zoomons sur cela. Encore une fois, vous voyez qu'il s'est adapté. Et il sait, par exemple, que la première variable que je lui ai donnée est catégorique. La seconde était quantitative, et le graphique le plus commun pour cela est un box plow. Et donc c'est ce qu'il choisit automatiquement de faire. Et vous pouvez voir, c'est un bon graphique ici, nous pouvons voir une très forte séparation entre les groupes sur cette mesure particulière. Je dézoome. Et puis essayons une paire quantitative. Donc maintenant je vais faire pétale lente et pétale 8, donc ça va être un peu différent. J'exécute cette commande.
Et maintenant celui-ci est un nuage de points propres, où nous avons une mesure en bas, et une mesure sur le côté. Mais vous pouvez voir qu'il y a une association positive vraiment forte entre ces deux. Donc sans surprise, quand un pétale devient plus long, il devient généralement aussi plus large, donc il devient juste plus gros globalement. Et puis finalement, si je veux exécuter la commande plow sur l'ensemble du jeu de données, l'ensemble du data frame, voici ce qui se passe, nous faisons plow et puis iris. Nous avons vu celui-ci dans des exemples précédents, mais laissez-moi zoomer dessus. Et ce que c'est une matrice entière de nuages de points des 4 variables quantitatives. Et puis nous avons species, ce qui est un peu drôle parce que ça ne les étiquette pas. Mais cela nous montre un diagramme à points pour les mesures de chaque espèce. Et c'est une très belle façon, si vous n'avez pas trop de variables, d'obtenir une impression holistique très rapide de ce qui se passe dans vos données. Et donc le point ici est que la commande plow par défaut est capable de s'adapter au nombre de variables que je lui donne, et au genre de variables que je lui donne, et cela rend la vie vraiment facile. Maintenant, je veux que vous sachiez qu'il est possible de changer la façon dont ceux-ci apparaissent. Je vais spécifier quelques options. Je vais refaire le graphique, ce nuage de points où je dis plow, et puis entre parenthèses, je donne ces deux arguments, en disant ce que je veux dedans, je vais dire, fais la longueur du pétale, et fais la largeur du pétale. Et puis je vais passer à une autre ligne, je sépare juste par une virgule. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez écrire tout cela comme une très longue ligne, je le découpe parce que je pense que c'est un peu plus lisible. Je vais spécifier la couleur, col pour color, et puis j'utilise un code hexadécimal. Et ce code est en fait pour le rouge qui est utilisé sur la page d'accueil de Datalab. Et puis PCH est pour point caractère, et c'est un 19 qui est un cercle plein. Maintenant je vais mettre un titre principal dessus, et puis je vais mettre une étiquette sur l'axe des X et une étiquette sur l'axe des Y. Donc je vais exécuter ce maintenant en faisant commande ou CTRL plus entrée pour chaque ligne, et vous pouvez voir que cela se construit. Et quand nous avons fini, nous avons le tout, je vais zoomer dessus à nouveau. Et c'est le genre de graphique que vous pourriez réellement utiliser dans une présentation ou possiblement dans une publication. Et donc même avec la commande de base, nous sommes capables d'obtenir des graphiques vraiment beaux, informatifs et propres. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la commande plow peut faire plus que juste montrer des données, nous pouvons en fait lui donner des formules, si vous voulez, par exemple pour obtenir un cosinus, je fais plow et puis COS est pour cosinus. Et puis je donne la limite, je vais de 0 à 2 fois pi, parce que c'est pertinent pour le cosinus. Je clique dessus, et vous pouvez voir le graphique là, il fait notre petite courbe de cosinus, je peux faire une distribution exponentielle de 1 à 5. Et là, elle monte en courbe. Et je peux faire de norme, qui est pour une densité d'une distribution normale de -3 à +3. Et voilà la bonne vieille courbe en cloche en bas à droite. Et puis nous pouvons utiliser le même genre d'option que nous avons utilisé plus tôt pour notre nuage de points. Ici pour dire, fais un graphique de norme, donc la courbe en cloche de -3 à +3 sur l'axe des X. Et maintenant nous allons changer la couleur en rouge, LWD et pour line width, la rendre plus épaisse, lui donner un titre en haut, une étiquette sur l'axe des X et une étiquette sur l'axe des Y. Nous allons zoomer sur cela. Et donc voilà ma courbe en cloche nouvelle et améliorée, plus jolie et prête pour une présentation que j'ai obtenue avec la commande plow par défaut dans R. Et donc c'est une commande vraiment flexible et puissante. Aussi, c'est le package de base. Et vous verrez que nous avons beaucoup d'autres commandes qui peuvent faire des choses encore plus élaborées. Mais c'est une excellente façon de commencer et d'obtenir une impression rapide de vos données, de voir avec quoi vous travaillez, et de façonner les analyses que vous faites subsequently. L'étape suivante dans notre introduction, est notre discussion sur les graphiques de base, et les diagrammes à barres. Et la raison pour laquelle j'aime parler des diagrammes à barres est celle-ci, parce que simple est bon. Et quand il s'agit de diagrammes à barres, les diagrammes à barres sont le graphique le plus basique pour les données les plus basiques. Et donc ils sont un endroit merveilleux pour commencer dans votre analyse. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Essayez simplement dans R, ouvrez ce script. Et parcourons et voyons comment cela fonctionne. Quand vous ouvrez le fichier dans RStudio, la première chose que nous allons vouloir faire est de descendre ici et d'ouvrir le package Dataset. Et puis nous allons descendre un peu et nous allons utiliser un jeu de données appelé Matecares. Obtenons un peu d'informations à propos de cela, faites le point d'interrogation et le nom du jeu de données. C'est Motor Trent. C'est un essai sur route de magazine de voitures de 1974.
Donc vous savez qu'ils ont 42 ans. Regardons les premières lignes de ce qu'il y a dans Matécares en faisant aide. Je vais zoomer sur cela. Et ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons une liste de voitures, la Mazda RX-4 et la Wagon, la Datsun 710, la AMC Hornet et je me souviens actuellement de ces voitures et nous avons plusieurs variables sur chacune d'elles, nous avons le MPG, nous avons le nombre de cylindres, la displacement en pouces cubes, la horsepower, le rapport de transmission final qui a à voir avec l'essieu, et puis nous avons le poids en tonnes, le temps au quart de mile en seconde. Et ce sont un tas de voitures vraiment très lentes. Versus est pour savoir si les cylindres sont en V, ou s'ils sont en ligne. Et puis AM est pour automatique ou manuel. Puis nous passons à la ligne suivante, nous avons Gear qui est le nombre de rapports dans la transmission et Carb pour combien de carburateurs elles ont, ce qui est quelque chose que nous n'utilisons même plus maintenant. Bref. Donc c'est ce qu'il y a dans le jeu de données. Je dézoome. Maintenant, si nous voulons faire un diagramme à barre vraiment basique, vous pourriez penser que la chose la plus évidente à faire serait d'utiliser la commande barplot de R. C'est nommé pour le diagramme à barre. Et puis de spécifier le jeu de données Matécares, et puis le signe $, et puis la variable que nous voulons, cylindé. Donc vous penseriez que cela fonctionnerait, mais malheureusement, cela ne fonctionne pas. Au lieu de cela, ce que nous obtenons est ceci, qui passe juste en revue tous les cas un par ligne et nous dit combien de cylindres il y a dans ce cas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que nous voulons. Et donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons en fait reformater un peu les données. Au fait, vous devriez faire exactement la même chose si vous vouliez faire un diagramme à barre dans un tableur, comme Excel ou Google Sheets, vous ne pouvez pas le faire avec les données brutes, vous devez d'abord créer un tableau de summary. Et donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons utiliser la commande table, nous allons dire, prends cette variable de ce jeu de données et fais en un tableau, et nourris-la dans un objet, vous savez, un conteneur de données appelé cylindé. Je vais exécuter celui-là. Et puis vous voyez que cela vient d'apparaître en haut à gauche, laissez-moi zoomer sur celui-là. Donc maintenant j'ai dans mon environnement, un objet de données appelé cylindé, c'est un tableau, il a une longueur de 3, il a une taille de 1000 bytes, et cela nous donne un peu plus d'informations. Revenons à où nous étions. Mais maintenant j'ai sauvegardé cette information dans cylindé, qui ajuste le nombre de cylindres, je peux exécuter la commande barplot. Et maintenant j'obtiens le genre de graphique que je m'attendais à voir. De cela, nous voyons que nous avons pas mal de voitures avec 4 cylindres, un plus petit nombre avec 6. Et parce que c'est en 74, nous avions beaucoup de voitures à 8 cylindres dans ce jeu de données particulier. Maintenant, nous pouvons aussi utiliser la commande plot par défaut, que je vous ai montré précédemment, sur les mêmes données, cela va juste faire un peu différent, cela va faire un graphique en ligne où les lignes sont de la même longueur que chaque barre, j'utiliserai probablement le barplot à la place, parce que c'est plus facile de voir ce qui se passe. Mais c'est une façon de faire un graphique par défaut qui vous donne l'information dont vous avez besoin pour les variables catégorielles. Souvenez-vous, simple et bon. Et c'est une excellente façon de commencer. Dans notre dernière vidéo sur les graphiques de base, nous avons parlé des diagrammes à barres. Si vous avez une variable quantitative, alors le genre de graphique le plus basique est un histogramme. Et c'est pour les données qui sont quantitatives ou scaled ou mesurées, ou de niveau intervalle ou ratio, tout cela se réfère essentiellement à la même chose. Et dans tout cela, vous voulez avoir une idée de ce que vous avez. Et un histogramme vous permet de voir ce que vous avez. Maintenant, il y a quelque chose que vous allez rechercher avec un histogramme. Numéro 1, vous allez rechercher la forme de la distribution, est-elle symétrique, est-elle skewée, est-elle unimodale, bimodale, vous allez rechercher des gaps ou de grands espaces vides dans la distribution. Vous allez aussi rechercher des outliers, des scores inusuals, parce que ceux-ci peuvent distordre n'importe laquelle de vos analyses subséquentes. Vous regarderez la symétrie pour voir si vous avez le même nombre de scores haut et bas ou si vous devez faire une sorte d'ajustement à la distribution. Mais cela va être plus facile si nous l'essayons simplement dans R. Ouvrez ce fichier de script R. Et jetons un coup d'œil à comment nous pouvons faire des histogrammes dans R. Quand vous ouvrez le fichier, la première chose que nous devons faire est de descendre ici et de charger les datasets. Nous le ferons en exécutant la commande librairie, je fais juste CTRL ou commande plus entrée. Et puis nous pouvons faire le jeu de données iris. Encore une fois, nous l'avons regardé avant. Mais obtenons un peu d'informations à son sujet en demandant de l'aide sur iris. Et là, nous avons les données d'iris d'Edgar Anderson, aussi connues comme les données d'iris de Fisher, parce qu'il a publié un article dessus.
Et voici l'ensemble complet d'informations disponibles dessus depuis 1936. Donc cela fait 80 ans. Regardons les premières lignes. Encore une fois, nous avons vu cela avant, longueur et largeur du sépale et du pétale pour 3 espèces d'iris. Nous allons faire un histogramme de base sur les 4 variables quantitatives qui sont ici. Et donc je vais utiliser juste la commande hist. Donc hist et puis le jeu de données iris et puis le signe $ pour dire quelle variable et puis sepale.lent. J'exécute cela, j'obtiens mon premier histogramme. Zoomons un peu dessus. Et ce qui se passe ici, bien sûr, c'est que c'est une ligne noire de base sur fond blanc, ce qui est bien pour les graphiques exploratoires. Et cela nous donne un titre par défaut qui dit histogram of the variable et cela nous donne le nom maladroit qui est aussi sur l'axe des X en bas, il ajuste automatiquement l'axe des X et il choisit environ 7 ou 9 barres, ce qui est usually le meilleur choix pour un histogramme. Et puis sur la gauche, cela nous donne la fréquence ou le compte de combien d'observations sont dans ce groupe. Donc par exemple, nous avons seulement 5 iris dont la longueur du sépale est entre 4 et 4,5 cm, je pense. Dézoomons. Et faisons un autre. Maintenant, cette fois pour la largeur du sépale, vous pouvez voir que c'est presque une courbe en cloche parfaite. Et nous faisons la longueur du pétale, nous obtenons quelque chose de différent. Laissez-moi zoomer sur celui-là. Et c'est là que nous voyons un grand gap, nous avons une barre vraiment forte là en bas. En fait, elle dépasse l'axe des fréquences. Et puis nous avons un gap. Et puis une sorte de courbe en cloche qui nous fait savoir qu'il se passe quelque chose d'intéressant avec les données que nous allons vouloir explorer un peu plus fully. Et puis nous ferons un autre pour la largeur du pétale, j'exécuterai juste cette commande. Et vous pouvez voir le même genre de pattern ici où il y a un gros groupe en bas, il y a un gap. Et puis il y a une sorte de courbe en cloche au-delà de cela. Maintenant, une autre façon de faire cela est de faire les histogrammes par groupe. Et cela serait une chose évidente à faire ici, parce que nous avons 3 espèces différentes d'iris. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons mettre les graphiques en 3 lignes, une au-dessus de l'autre dans une colonne. Je vais faire cela en changeant un paramètre par pour paraméter, et je lui donne le nombre de lignes que je veux avoir dans ma sortie. Et je dois lui donner une combinaison de nombres, je fais ceci C, qui est pour concaténer, cela signifie traiter ces deux nombres comme une unité, où 3 est le nombre de lignes, et puis le 1 est le nombre de colonnes. Donc j'exécute cela, cela ne montre rien pour l'instant. Et puis je vais descendre et je vais faire cette commande plus élaborée, je vais faire hist. C'est l'histogramme que nous avons fait. Je vais faire petal.lent, sauf que cette fois entre crochets, je vais mettre un sélecteur qui signifie utilise seulement ces lignes. Et la façon dont je fais cela, c'est en disant que je veux le faire pour ces iris setosa. Donc je dis, iris, c'est le jeu de données, et puis signe $. Et puis species c'est la variable. Et puis 2 égale parce qu'en informatique, cela signifie est équivalent à et puis entre guillemets, et ils doivent l'orthographier exactement de la même manière avec la même capitalisation, faites setosa. Donc c'est la variable et la sélection de lignes. Je vais aussi mettre quelques limites pour le x, parce que je veux m'assurer manuellement que les 3 histogrammes que j'ai ont la même échelle en x. Donc je vais spécifier que break est pour combien de barres je veux que l'histogramme ait. Et en fait, ce qui est drôle à propos de cela, c'est que c'est vraiment seulement une suggestion que vous donnez à l'ordinateur, puis je vais mettre un titre au-dessus de celui-là, je vais avoir pas de label X, et je vais le faire en rouge. Je vais faire tout cela maintenant. J'exécuterai chaque ligne. Et puis vous voyez que j'ai un graphique très mince, zoomons dessus. Donc c'est très court. Mais c'est parce que je vais avoir plusieurs graphiques, cela aura plus de sens quand nous les regarderons tous ensemble. Mais vous pouvez voir, au fait, que la largeur du pétale pour ces iris setosa est en bas. Maintenant, faisons la même chose pour versicolor. Je vais exécuter tout cela. Tout va être le même, sauf que nous allons le faire violet. Voilà versicolor. Et puis faisons virginica en dernier. Et nous les ferons bleus. Et maintenant je peux zoomer sur cela. Et maintenant quand nous avons nos 3 histogrammes, c'est la même variable largeur du pétale, mais maintenant je le fais séparément pour chacune des 3 espèces. Et il est vraiment facile de voir ce qui se passe ici. Maintenant, setosa est vraiment bas, versicolor et virginica se chevauchent, mais ils sont style distinct distribution. Cette approche, au fait, est refaire tout à small multiple,
Fermani version of the same chart sur la même échelle. Donc il est vraiment facile de comparer entre les groupes ou entre les conditions, ce que nous sommes capables de faire juste ici. Maintenant, au fait, à tout moment vous changez les paramètres graphiques, vous voulez vous assurer de les remettre à ce qu'ils étaient avant. Donc ici, je vais faire par, et puis revenir à une colonne et une ligne. Et c'est une bonne façon de faire des histogrammes pour examiner des variables quantitatives, et même pour explorer certaines des complications qui peuvent survenir quand vous avez différentes catégories avec différents scores sur ces variables. Dans nos 2 vidéos précédentes, nous avons regardé Some Basic Graphics for One Variable at a Time, nous avons regardé des diagrammes à barres pour les variables catégorielles, et nous avons regardé des histogrammes pour les variables quantitatives. Bien qu'il y ait beaucoup plus que vous puissiez faire avec les distributions univariées. Vous pourriez aussi vouloir regarder des distributions bivariées, nous allons regarder les nuages de points comme la version la plus commune de cela. Vous faites un nuage de points quand ce que vous voulez faire est de visualiser l'association entre 2 variables quantitatives. Maintenant, je sais en fait que c'est plus flexible que cela. Mais c'est le cas canonique pour un nuage de points. Et quand vous faites cela, quelle sorte de choses voulez-vous rechercher dans votre nuage de points? Je veux dire, il y a un but là-dedans. Eh bien, numéro 1, vous voulez voir si l'association entre vos 2 variables est linéaire, ou si elle peut être décrite par une ligne droite, parce que la plupart des procédures que nous faisons assument la linéarité. Vous voulez aussi vérifier si vous avez une spread cohérente à travers les scores quand vous allez d'un bout à l'autre de l'axe des X, parce que si les choses s'éventaillent considérablement, alors vous avez ce qu'on appelle l'hétérocédasticité. Et cela peut vraiment compliquer certaines des autres analyses. Comme toujours, vous voulez rechercher des outliers, des scores inusuals, parce qu'un score inusual, ou especially une combinaison inusuale de scores, peut drastically throw off certaines de vos autres interprétations. Et puis vous voulez regarder la corrélation, y a-t-il une association entre ces 2 variables? Donc c'est ce que nous recherchons, essayons d'en R simplement, ouvrez ce fichier, et voyons comment cela fonctionne. La première chose que nous devons faire dans R est de descendre et d'ouvrir le package Dataset juste en faisant commande ou CTRL plus Entrée. Et nous chargerons les datasets, nous allons utiliser Matekares, nous l'avons regardé avant, cela a un peu d'informations, ce sont des données d'essai sur route de 1974. Et regardons les premiers cas. Je vais zoomer sur cela. Encore une fois, nous avons miles par gallon, cylindrée, etc. Maintenant, à tout moment vous allez faire une association, c'est une très bonne idée de regarder les distributions univariées ou une variable à la fois aussi, nous allons regarder l'association entre le poids et MPG. Donc regardons la distribution pour chacun de ceux-là séparément. Je vais le faire avec un histogramme, je fais hist. Et puis entre parenthèses, je spécifie le jeu de données Matekares dans ce cas, et puis $ pour sauver quelle variable dans ce jeu de données. Donc voilà l'histogramme pour le poids. Et vous savez, ce n'est pas horrible là, on dirait que nous en avons quelques-unes en haut là. Et voici l'histogramme pour miles par gallon. Encore une fois, mostly kind of normal, mais quelques-unes en haut. Mais regardons le graphique des 2 ensemble. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise juste la commande plot générique, je lui donne cela, et R est capable de dire que je lui donne 2 variables quantitatives, et qu'un nuage de points est le meilleur genre de graphique pour cela. Donc nous allons faire OECT et MPG. Et puis laissez-moi zoomer sur cela. Et ce que vous voyez ici, c'est un cercle pour chaque voiture à la position jointe de son poids et de son MPG, et c'est un pattern fortement descendant. Sans surprise, plus une voiture pèse et nous en avons certaines dans ce jeu de données qui font 5 tonnes, plus bas miles par gallon nous avons, descendant à environ 10 miles par gallon ici, les plus petites voitures, qui apparaissent peser substantiellement sous 2 tonnes obtiennent environ 30 miles par gallon. Maintenant, ceci est probablement adéquat pour la plupart des objectifs. Mais il y a quelques autres choses que nous pouvons faire. Donc par exemple, je vais ajouter quelques couleurs ici, je vais prendre le même graphique, et puis ajouter des arguments supplémentaires ou dire, utilise un cercle solide PCHS pour caractère de .19 comme cercle solide, sexe à voir avec la taille des choses, et je vais faire un .5 signifie faire 150% plus grand. Coller pour couleur et je spécifie un rouge particulier celui pour Datalab en code hexadécimal. Je vais donner un titre, je vais donner une étiquette X et une étiquette Y. Et puis nous zoomerons sur cela. Et maintenant nous avons un graphique plus poli qui aussi grâce au cercle rouge solide le rend plus facile de voir le motif qui se passe là-dedans, où nous avons quelques voitures vraiment lourdes avec une très mauvaise consommation d'essence,
Et puis une association presque parfaitement linéaire jusqu'aux voitures plus légères avec une bien meilleure consommation d'essence. Et donc un nuage de points est la façon la plus facile de regarder l'association entre deux variables, surtout quand ces deux variables sont quantitatives. Donc elles sont sur un résultat mis à l'échelle ou mesuré. Et c'est quelque chose que vous voulez faire à tout moment. Vous faites votre analyse pour d'abord la visualiser, et puis utiliser cela comme l'introduction à tout travail numérique ou statistique que vous faites après cela, comme nous passons à travers nécessairement de très courtes présentations sur les graphiques de base. Je veux finir en disant une chose de plus, et c'est que vous avez la possibilité de superposer des graphiques. Et cela signifie mettre un graphique directement au-dessus ou superposé à un autre. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi vous voudriez faire cela. Eh bien, je peux vous donner une version artistique là-dessus. Ceci, bien sûr, est Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Et c'est un des premiers chefs-d'œuvre du cubisme, et l'idée du cubisme est qu'il vous donne de nombreuses vues, où il vous donne simultanément plusieurs perspectives différentes sur la même chose. Et nous allons essayer de faire une chose similaire avec des données. Et donc nous pouvons dire très rapidement. Merci, Pablo. Maintenant, pourquoi superposeriez-vous des graphiques, vraiment, si vous voulez l'explication technique, c'est parce que vous obtenez une densité d'informations accrue, vous obtenez plus d'informations, et espérons-le plus de compréhension dans la même quantité d'espace et espérons-le la même quantité de temps. Maintenant, il y a un risque potentiel ici. Vous pourriez vous dire à ce point, eh bien, vous voulez danse, devinez quoi? Je peux faire danse. Et puis nous finissons avec quelque chose vaguement comme cela, le jardin des délices terrestres, et c'est complètement accablant, et cela vous fait juste en quelque sorte vous éteindre cognitivement. Non, merci. Jérôme Bosch. Non, au lieu de cela, eh bien, j'aime le travail de Jérôme Bosch. Et pour vous dire, quand il s'agit de graphiques de données, faites preuve de retenue. Juste parce que vous pouvez faire quelque chose ne signifie pas que vous devriez faire cette chose. Quand il s'agit de graphiques et de superposition de graphiques, la règle générale est celle-ci, utilisez des vues qui se complètent et se supportent les unes les autres, qui ne s'opposent pas, mais qui donnent une information plus grande d'une manière cohérente et cohérente. Cela aura beaucoup plus de sens. Si nous jetons simplement un coup d'œil à comment cela fonctionne dans R, alors ouvrez ce script. Et nous verrons comment nous pouvons superposer des graphiques pour une plus grande densité d'informations et une plus grande compréhension. La première chose que nous allons devoir faire est d'ouvrir le package Dataset. Et nous allons utiliser un jeu de données que nous n'avons pas utilisé avant sur les lynx, c'est l'animal. Ceci concerne les piégeages de lynx canadiens de 1821 à 1934. Si vous voulez l'information actuelle sur le jeu de données, la voilà. Maintenant, regardons les premières lignes de données. Celui-ci est une série temporelle. Et donc ce qui est inhabituel à ce sujet, c'est que c'est juste une ligne de nombres. Et vous devez savoir que cela commence en 1821. Et cela va jusqu'à. Donc faisons un graphique par défaut avec un histogramme. Comme une façon que vous avez vue, où les piégeages de lynx sont-ils cohérents ou quelle variabilité y avait-il, nous ferons hist, qui est l'histogramme par défaut. Et nous mettrons simplement lynx dedans, nous n'avons pas à spécifier de variable, parce qu'il n'y a qu'une variable dedans. Et quand nous faisons cela, je vais zoomer sur cela, nous obtenons vraiment une distribution asymétrique, la plupart des observations sont en bas, et puis cela diminue jusqu'à c'est réellement mesuré en milliers. Donc nous pouvons dire qu'il y a une valeur très commune, c'est en bas. Et puis d'un autre côté, nous ne savons pas quelles années celle-là était. Donc nous ignorons cela pour juste un moment et regardons la distribution globale des piégeages, peu importe l'année. Je dézoome. Et nous pouvons faire quelques options sur celui-ci pour le rendre un peu plus complexe, nous pouvons faire un histogramme. Et puis entre parenthèses, je spécifie les données. Je peux aussi lui dire combien de barres je veux. Et encore une fois, c'est en quelque sorte une suggestion parce que R va faire ce qu'il veut de toute façon, je peux dire en faire une densité au lieu d'une fréquence. Donc cela donnera des proportions de la distribution totale. Nous changerons les couleurs en col pour chardon parce que vous pouvez utiliser des noms de couleurs. Étage R lui donnera un titre ici. Au fait, j'utilise la commande paste parce que c'est un long titre, et je veux qu'il apparaisse sur une ligne, mais je dois étendre ma commande sur 2 lignes, vous pouvez aller plus long, je dois utiliser une commande courte. Donc vous pouvez réellement voir ce que nous faisons quand nous sommes zoomés ici. Donc voilà celui-là, et puis nous allons lui donner une étiquette, cela a un certain nombre de lynx piégés. Et maintenant nous avons un graphique plus élaboré. Je vais zoomer dessus,
et c'est une sorte de petite couleur lilas-violet chardon. Et nous avons divisé le nombre de barres différemment auparavant, c'était une barre pour chaque 1000. Maintenant c'est une barre pour 5 cents. Mais ce n'est qu'un graphique. Nous sommes ici pour voir comment nous pouvons superposer des graphiques et un vraiment bon à tout moment vous avez affaire à un histogramme est une distribution normale. Donc vous voulez voir si les données sont distribuées normalement maintenant nous pouvons dire qu'elles sont asymétriques ici, mais obtenons une idée de à quel point elles s'éloignent de la normale. Pour faire cela, nous utilisons la commande curve. Et puis de norme est pour densité de la distribution normale. Et puis ici je lui dis axe vous savez juste un nom de variable générique, mais je lui dis utilise la moyenne des données de lynx. Utilise l'écart type des données de lynx. Nous allons lui donner une couleur chardon légèrement différente. Numéro 4, nous allons en faire 2 pixels de large, la largeur de ligne est de 2 pixels et puis dit de l'ajouter au graphique précédent. Et donc maintenant je vais zoomer sur cela. Et vous pouvez voir si nous avions une distribution normale avec la même moyenne et écart type que ces données, cela ressemblerait à cela. Évidemment, ce n'est pas ce que nous avons, parce que nous avons ce grand pic énorme ici à l'extrémité basse, puis je peux faire quelques autres choses, je peux mettre ce qu'on appelle des estimateurs de densité kernel. Et ceux-ci sont un peu comme une courbe en cloche, sauf qu'ils ne sont pas paramétriques, au lieu de cela, ils suivent la distribution des données, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de courbes en eux, ils s'additionnent toujours à un comme une distribution normale. Donc voyons à quoi cela ressemblerait ici, nous allons faire lines. C'est ce que nous utilisons pour celui-ci. Et puis nous disons density, ça va être l'estimateur de densité kernel standard, nous allons le rendre bleu. Et le voilà, au-dessus, je vais en faire un de plus puis nous zoomerons, je peux changer un paramètre de l'estimateur de densité kernel, ici, j'utilise un adjust pour dire, moyenner à travers, un peu comme une moyenne mobile, moyenner un peu plus. Et maintenant laissez-moi zoomer sur cela. Et vous pouvez voir, par exemple, la ligne bleue suit le pic en bas beaucoup plus de près qu'elle ne descend. D'un autre côté, la ligne violette est beaucoup plus lente à changer, à cause de la façon dont je lui ai donné ces instructions avec le adjust égal à 3. Et puis je vais ajouter une chose de plus, quelque chose appelé un diagramme de tapis, ce sont de petites lignes verticales sous le graphique pour chaque point de données individuel. Et je fais cela avec Rug. Et je dis juste utilise lynx, et puis nous allons en faire une largeur de ligne ou largeur de pixel de 2, et ensuite nous allons le rendre gris. Et cela, et en supposant est notre graphique final, vous pouvez voir maintenant que nous avons les observations individuelles marquées, et vous pouvez voir pourquoi chaque barre est aussi haute qu'elle est et pourquoi l'estimateur de densité kernel suit la distribution qu'il fait. Ceci est notre histogramme final avec plusieurs vues différentes des mêmes données. Ce n'est pas du cubisme, mais c'est une excellente façon d'obtenir une vue plus riche même d'une seule variable qui peut ensuite informer les analyses subséquentes que vous faites pour obtenir plus de sens et plus d'utilité de vos données. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier cours d'introduction à R. Vous avez découvert comment visualiser vos données, mais ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin, non seulement avec la fonction summary, mais aussi avec d'autres fonctions de base incontournables de R, celles qu'il faut absolument connaître pour analyser vos données efficacement. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.